Bonjour tout le monde! Pour cette deuxième vidéo sur la numératie en immersion, je voulais qu'on prenne un moment pour regarder les questions que l'on pose aux élèves en mathématiques et comment, en modifiant un peu ces questions-là, on peut vraiment favoriser l'apprentissage et surtout la réflexion. On va se concentrer sur deux compétences cibles qui reviennent dans le curriculum de mathématiques de la maternelle jusqu'à la 7e année. Être capable de communiquer un concept de plusieurs façons, être capable d'expliquer et de justifier des solutions. Regardons ensemble en premier les différents types de questions qu'on pose aux élèves. En grande partie, les questions en mathématiques vont être des questions fermées. C'est les questions traditionnelles qu'on trouve dans les ressources qu'on utilise, les manuels, les faits d'exercice. Une question, par exemple, comme celle-ci, un prisme rectangulaire, mesure 4 cm de long, 5 cm de large et un volume de 120 cm². Quelle est sa hauteur? Fantastique, on cible vraiment un contenu spécifique et un type d'opération spécifique que l'on veut que l'élève puisse faire. Qu'est-ce qui se passe si on transforme cette question fermée-là en question plus ouverte? Par exemple, si on utilise un mot, disons un mot flexible, comme le volume d'un prisme rectangulaire est de presque 115 cm². Quelle dimension peut-il avoir? Donc, ce qu'on a ici, c'est une question qui a une multitude de réponses possibles, qui est beaucoup plus ouverte aussi sur les nombres que l'élève va utiliser. Et surtout, c'est qu'il va devoir expliquer que sa réponse fonctionne. Comme il y a plusieurs réponses possibles, le prof ne peut pas être celui qui dit « Oui, parfait, tu as la bonne réponse ». Parce qu'on ne le sait pas d'avance quelles vont être les bonnes réponses. On peut avoir une idée de quelques options qui fonctionnent, mais en fait, la seule façon d'être certain qu'une réponse fonctionne, c'est que l'élève nous en fasse la preuve, nous explique comment il a trouvé la réponse et qu'on fasse le parcours avec lui, le calcul avec lui. On peut aussi aller encore un petit peu différent dans le type de questions ouvertes avec le même concept de volume. On pourrait dire par exemple un prisme rectangulaire très long et un autre très court ont le même volume. Quelles peuvent être leurs dimensions? Ici, on a complètement enlevé les nombres. Donc, l'élève peut commencer avec les nombres de son choix, mais surtout, parce que les nombres ne sont plus là, l'élève doit comprendre le contexte. Il ne peut pas seulement regarder les nombres et dire quelle opération est-ce que je dois faire selon ce que je viens de pratiquer. Ça devient un problème où il doit justifier lui-même sa réponse. Un autre exemple, j'ai 5 billets de 10 $ et 20 pièces de 1 $. Combien d'argent est-ce que j'ai? Question fermée, une réponse possible, plusieurs stratégies peut-être, plusieurs façons de calculer la réponse que l'élève peut quand même expliquer, mais on a toujours une réponse qui est correcte ou incorrecte à la fin. Donc plus difficile des fois de vraiment montrer à l'élève la valeur du processus. Si on transforme cette question fermée-là en question ouverte, on pourrait commencer par la réponse et enlever la question. Et là, chercher la question. Par exemple, la réponse à une question est « J'ai 30 $ en tout ». Quelle pouvait être la question? C'est une question beaucoup plus ouverte, évidemment, mais qui travaille quand même la capacité de l'élève à additionner ou multiplier des montants d'argent pour arriver à un total. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est l'élève qui doit créer le contexte. C'est lui qui doit arriver avec un contexte qui va nourrir, supporter, puis fonctionner avec la question qu'il va créer. On peut aussi aller avec une question ouverte du genre « J'avais 5 billets et 20 pièces de monnaie. Combien d'argent est-ce que je pouvais avoir? » Donc, on a regardé des quantités, on a enlevé les valeurs. L'élève doit faire le travail de penser qu'est-ce qui est possible ici et il va choisir les nombres un peu en fonction de ce qu'il est à l'aise de calculer. Mais ça vous permet aussi de voir d'où l'élève part et peut-être de le pousser à trouver d'autres versions, d'autres réponses possibles. Des fois en suggérant d'utiliser une pièce de monnaie différente ou un billet différent. Si on veut aider l'élève à développer des compétences, par exemple avec les nombres décimaux, ou lui demander de faire le calcul avec une multiplication au lieu d'une addition répétée, par exemple. Donc de travailler une stratégie en particulier. Maintenant, les phrases guides. En immersion, je pense vraiment que de commencer avec des phrases guides, de présenter ces phrases-là aux élèves, va les aider vraiment à structurer leur pensée et à la présenter d'une façon plus claire et en français. Des phrases comme « En premier, je dois trouver
et ensuite je dois faire ceci par exemple. Ou je sais que, ou je cherche combien de. J'ai fait 5 groupes de l'élément X pour savoir combien d'éléments il y a au total par exemple. J'ai multiplié la par le pour savoir combien il y a de dans. C'est une phrase qui a l'air un peu étrange dit comme ça, mais les élèves souvent vont dire « j'ai fait 5 fois 4 et ça me donne 20 ». Mais si on veut changer la façon que les élèves voient le problème pour qu'ils voient davantage le contexte que les nombres, de les encourager à utiliser les éléments dont on parle au lieu des nombres dans leur explication, ça nous permet vraiment de voir ce qu'ils ont compris. Ça les oblige aussi, eux, à regarder le problème d'une autre façon. J'ai multiplié le nombre de billets par la valeur des billets pour savoir combien d'argent j'ai. J'ai multiplié la hauteur par la longueur pour savoir l'aire de mon rectangle. Au lieu de j'ai fait 5 fois 4 et j'ai 20 comme réponse. Les phrases guides vont nous servir vraiment encore à regarder le processus, travailler les stratégies. La preuve, c'est en fait ce que les élèves vont nous présenter pour démontrer leur stratégie et justifier leur réponse. On devrait pouvoir voir la représentation du problème, que ce soit de façon plus ou moins concrète, plus ou moins symbolique. On devrait voir que l'élève comprend le contexte du problème et a une idée de comment résoudre ce problème-là et est capable de se représenter comment il va résoudre ce problème-là. Ensuite, on parle d'expliquer les étapes en mots ou en symboles. Quelles sont les différentes étapes pour résoudre le problème? Et évidemment, justifier la réponse, c'est-à-dire montrer ou expliquer dans ces mots les calculs qu'on a faits pour arriver à notre réponse. Évidemment, à partir de là, ce qu'on veut, c'est pouvoir donner de la rétroaction à l'élève. On va vouloir s'assurer que notre rétroaction cible vraiment les compétences. On veut s'assurer aussi que les objectifs que l'élève devrait rencontrer vont être présentés clairement avant l'activité, dans un vocabulaire que l'élève va comprendre. On pourrait par exemple ici dire l'objectif de l'activité, c'est de montrer que je peux expliquer les étapes que j'utilise pour résoudre un problème. Ça pourrait être je peux représenter un problème avec des blocs de base 10. Ça pourrait être d'expliquer les stratégies qu'on a utilisées ou montrer que notre réponse fonctionne. Ensuite, évidemment, on va appuyer notre rétroaction sur ces objectifs-là, mais aussi, on veut cibler les stratégies et le processus davantage que la réponse de l'élève. On veut vraiment renforcer ce que l'élève est capable de faire et comment il l'a fait. Puis aussi, de penser à la prochaine étape. Qu'est-ce qui reste à faire? Les questions sont un outil important dans notre enseignement. Utilisons-les pour promouvoir la réflexion de tous nos élèves et pour maximiser leur réflexion sans la stopper. Donnons la chance aux élèves d'explorer les concepts tout en leur donnant les outils pour apprécier ces questions ouvertes qui peuvent être inconfortables au début, même pour les enseignants, mais qui ont vraiment le pouvoir d'amener l'apprentissage vers de nouveaux horizons.